Donc la leçon, les ondes mécaniques progressives. Les ondes essayez. Première leçon. En réalité, il y a ce que j'appellerais la leçon 0. C'était la première leçon, c'est les questions qui se posent aux physiciens. D'une autre manière, comment on est arrivé à la physique, à une physique moderne qui a pu bouleverser notre vie. Les premiers pas ou les premières réflexions de l'homme a été des questions qui peuvent vous apparaître aujourd'hui des questions banales. Donc l'homme, dès qu'il se trouve dans sa nature, toujours il pose des questions et essaie de répondre à ces questions. La physique, il a pris le rôle d'essayer de répondre à certaines questions que peut soit voir, et ces questions sont frappantes, devant des phénomènes naturels tels qu'un orage, la pluie et tous les phénomènes qui peuvent nous rencontrer dans notre vie. Oui, s'il te plaît, essayez de venir à l'heure. Et si par hasard vous êtes en retard, je veux جاي معك صار هكا وصافي باسبور أول حصة عندك أنا عندي لا troisième صافي يلا. Si par hasard vous arrivez en retard, ne frappez pas. On est dans une classe. Théoriquement, on fait un cours et vous n'allez pas nous surprendre. Donc, c'est uniquement un cours. Et essayez d'ouvrir la porte doucement et prendre la dernière chaise. Et entre les deux séances, vous choisissez une autre place où vous s'asseoir d'une façon confortable, entre guillemets. Une classe comme celle-ci ne vous offre pas une place confortable, mais j'essaie de vous donner un cours qui est confortable et compréhensible et essayer de vous concentrer sur ce que passe devant vous. Donc la prochaine fois, ce n'est pas la peine de frapper, ce n'est pas la peine d'attendre, ouvrez doucement la porte et prenez place et suivez le cours. D'accord ? J'ai dit ces questions-là ont évolué et essayé de faire comprendre cette nature. En réalité, pourquoi ces questions sont posées et pourquoi l'homme essaie de donner une explication si nous essayons de revenir en arrière et de voir certaines réponses à certaines questions, on trouve que ce sont des réponses entre guillemets ridicules. Pourquoi l'homme essaie de donner des explications aux phénomènes et essayer de
remédier et être en paix avec ces phénomènes-là. Pour les utiliser pour les étudier, pour les utiliser dans sa vie courante. Mais avant, lorsqu'on observe un orage, nos ancêtres se précipitent vers les grottes. C'était le début. Lorsqu'il y a une pluie, lorsqu'il des rivières crues, vous connaissez l'histoire des Égyptiens avec le Nil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un phénomène qui est naturel. Si nous essayons de poser la question et d'essayer de remédier ce phénomène-là, on n'arrivera pas à donner le karabin ou l'isti'ana bi aliha fictive. Donc c'est là où la physique a permis de répondre d'une façon rationnelle, de poser des questions et d'essayer de pratiquer ce qu'on appelle un esprit scientifique. Donc l'observation, poser des questions, répondre à cette question ou interpréter ces observations et essayer d'arriver à une conclusion, soit qu'on arrive à le modéliser ou le traduire par une relation mathématique, ce qui nous permet de prévoir dans le temps certains phénomènes. Et lorsque ce processus scientifique, on est arrivé non pas à donner ces topos qui ne répondent à rien, mais on a pensé à faire des barrages. Là, la première des choses, faire un barrage à ces rivières. Et là, le problème entre l'Égypte et le Soudan et le pays et l'Éthiopie, sur ce barrage qui est le plus grand dans le monde. Et par la suite, on pensait à utiliser ces barrages. Maintenant, l'énergie électrique, une partie de cette énergie, dans le Maroc par exemple, produit de l'énergie à partir de ces barrages. Donc, essayer de pousser un phénomène qui est nuisible, on est passé à utiliser ce phénomène-là et d'une façon, on profite de cette conclusion que nous avons arrivée. Donc la physique, tout simplement, essaie de répondre à des questions pour que l'homme vit en harmonie avec cette nature. Lorsque je vois un orage ou un éclair, tout simplement, c'est un phénomène qu'on peut l'avoir dans le laboratoire. Deux plaques soumises à une tension, à partir d'une distance donnée, on peut observer le même phénomène. Donc, ce n'est pas la peine d'aller... évidemment, il faut se protéger. Donc, la physique répond à ces questions, nous donne le côté néfaste de ce phénomène et le bienfait de ce phénomène. Le côté mauvais, on doit l'épargner et profiter de bon côté de ce phénomène-là. À partir de ces questions, on est arrivé aujourd'hui à avoir des portables qui sont du multimédia et ainsi de suite, des CD. On va voir à chaque étape de programme comment la physique ces questions-là nous a permis d'avancer, nous a permis, par exemple en physique nucléaire, on parlera de la médecine nucléaire, pour lutter contre le cancer, on a utilisé des noyaux qui sont radioactifs pour traiter ce cancer, et ainsi de suite. Donc, au cours du programme, on va essayer d'étudier ces questions-là, comment ces questions ont été converties au bien-être de l'homme. Le côté de chimie, c'est les questions qui se posent aux chimistes. Aussi, parmi les questions qu'on peut poser, parfois on va voir que des savants ou même des poètes ou autres, ou des artistes qui nous ont quittés à l'âge de 25 ans, 30 ans, parmi les questions que posent, pourquoi cet homme-là
apparemment en santé, il nous a quittés à 25 ans ou 35 ans. Par contre, il y a un autre qui arrive jusqu'à 100 ans. C'est une question qu'on doit répondre. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, je dois, voilà l'esprit scientifique, je dois procéder à voir le corps de cet homme qui a atteint 90 ou plus et le comparer à celui. Évidemment, on sait que Amar biyadillah, lakin l'homme, toujours il pose des questions. إنسان بالحاح جدلي واخا تعيا تقنعو il est, c'est pas têtu, mais toujours il pose des questions. Et cette question-là, il a permis d'arriver à ce qu'on appelle la médecine. On a essayé de connaître le corps de cet homme-là et le comparer à l'autre. La première des choses, c'est connaître les constituants, par exemple, du sang. Il contient telle matière. On a passé au côté quantitatif. Par exemple, combien de glycémie ou de sucre dans le sang, dans un litre. On a essayé de comparer. On a trouvé que celui qui a au voisinage maintenant de 1 gramme par litre, il a une bonne santé par rapport à celui qui a 2 ou autre. Et quelles sont les conséquences de celui qui a un taux qui est très élevé face à un autre? Et de là, on a essayé de construire cette science. De la même façon en sciences physiques, soit en chimie, soit en physique. Donc les questions, c'était le moteur de la recherche et le développement de notre vie sur Terre. Et c'est maintenant le taux de vie de l'homme, soit homme ou femme, est très grand relativement aux gens qui nous ont précédés. Parce que toujours on pose des questions pour arriver à un taux qui est très élevé de vie, si vous voulez, d'espérance de vie. Donc, ces questions seront toujours présentes au cours des cours. On va essayer de répondre à ces questions-là. On commencera par la première question, c'est la physique, elle est pleine des anecdotes. Par exemple, on parle de l'atome, comment l'idée de l'atome a été élaborée au début. C'était un homme assis face à la mer Méditerranée, dans sa main une pomme, et il a pensé, cette pomme-là, en la divisant successivement, quand est-ce que j'arriverai à une partie où il n'aura pas ce goût de pomme, et il perdra cette notion de pomme. C'est une expérience de pensée, et par la suite il a dit, si j'arrive à ce stade-là, ça sera un atome. Maintenant, vous connaissez bien que ce n'est pas un atome, atomos. Mais cette pensée-là a incité d'autres à penser plus profondément. On est arrivé en réalité que ce goût de pomme, il a une formule chimique composée c'est un composé, non pas uniquement un atome, mais plusieurs atomes et un nombre donné d'atomes. Mais l'idée, elle est la même. Il suffit de quoi? De corriger. Et c'est comme ça que s'est évoluée la physique. On donne une notion donnée qui n'est pas très certaine, mais on essaie de chercher de telle façon à donner une explication et augmenter cette pensée-là et arriver à élaborer ce qu'on appelle une théorie. Une théorie commence par des questions, par des suppositions, et par la suite on passe au côté expérimental. Et essayer de voir le côté expérimental avec le côté théorique, s'il y a une coïncidence, ça, elle sera acceptée. Sinon, on aura d'autres savants qui vont essayer d'améliorer cette notion-là. Et vous avez étudié en tronc commun la notion d'atome. L'atome,
noyau et électron. Il y a plusieurs modèles qui ont été présentés. Et chaque savant essaie d'améliorer le plus la conception ou le concept de son prédécesseur. D'accord? Donc là, de la même façon, en observant ce qui se passe au niveau d'un lac, d'une rivière ou de la mer, on observe qu'il y a formation des ondulations à ce niveau-là. La question qui se pose, c'est quoi? Je vois de loin qu'il y a une déformation qui arrive vers un observateur, par exemple à une plage. C'est quoi? C'est la première question. C'est quoi ce phénomène? Et comment se produit ce phénomène? Et quelles sont les caractéristiques de ce phénomène-là? Donc le physicien, généralement, il observe un phénomène dans la nature, et généralement ce phénomène, il est complexe. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas un phénomène qui est simple. Plusieurs phénomènes se superposent et nous donnent une vision. Le physicien essaie de séparer ces phénomènes-là et prendre phénomène par phénomène. Donc ce phénomène qui se passe au niveau d'un lac, d'une rivière, ou même, vous pouvez le faire à la maison, prendre un bassin rempli d'eau et essayer de faire couler l'eau goutte à goutte sur ce bassin-là. Et vous allez observer la formation des ondulations des cercles qui se propagent à la surface de ce bassin-là. Donc la question, c'est quoi ce phénomène-là? Comment on peut le caractériser et comment on peut le nommer? Et par la suite, une fois arrivé à une conclusion donnée, on essaie d'élargir ce phénomène-là à d'autres phénomènes apparemment ne sont pas semblables. Par exemple, ce qui se passe à la surface de liquide, apparemment, ce n'est pas le son que vous entendez. Mais en posant la même question, c'est quoi le son? Comment s'effectue? Comment il se propage? Et là, on a essayé de trouver des points semblables entre ce son-là et ce qui se passe à la surface de liquide. Et aussi, la même question sera posée sur le phénomène, d'autres phénomènes qu'on parlera. Par exemple, on va voir dans un vidéo des phénomènes qui sont liés à ce qu'on appelle les ondes mécaniques progressives. Donc, le premier point, c'est l'onde mécanique. En chiffre romain. L'onde mécanique. Définition. Donc, on va poser cette question et essayer de répondre à cette question. Comment s'effectue cette déformation de la surface de l'eau? La question qui se pose, est-ce que l'eau de parties profondes arrive vers la côte ou c'est quoi en réalité cette ondulation qui se fait, cette vague? Comment s'effectue? Est-ce que l'eau arrive des parties profondes vers la côte ou autre chose qui se produit? Et comment peuvent se produire ces vagues? Avez-vous des réponses à ces questions? Oui. Ces vagues sont
Oui. Et une déformation. Produisent des formations à la surface étendue de l'eau et donnent naissance à ce phénomène-là. On va essayer de parler physique. Ce contact entre air et eau. Qu'est-ce qu'il communique? Quelle est la grandeur physique que l'air communique à la surface de l'eau? Chez vous, et moi j'arrive ici et j'ai fait toutes les expériences en salle sans qu'il y ait des élèves et parfois même à la maison. J'ai fait un petit vidéo à la maison avec un petit bassin, je l'ai rempli de l'eau et j'ai mis un petit objet qui est flottant. La première des choses, c'est en soufflant sur ce lot, je crée une déformation. C'est quoi cet air, c'est quoi? Ce sont des molécules, de l'oxygène, de l'azote et autres, de la vapeur d'eau si j'utilise mon souffle. Donc, ce sont des particules qui ont quoi? De l'énergie cinétique, 1/2 mv carré. Donc, c'est une énergie. Cette énergie, c'est de la même façon que j'utilise ma main. Lorsqu'il y a des gens devant moi un par un et j'essaie de pousser le premier, peut-être je peux faire basculer tout le monde. Donc cette énergie-là, elle est communiquée au premier et l'autre, il va communiquer. Chacun, c'est comme le jeu de domino. Un seul domino peut provoquer la chute de tous les dominos dans un schéma donné ou dans une conception donnée. Donc, c'est de l'énergie que l'air communique à la surface de l'eau et donne un déplacement des molécules d'eau. Tant que cette énergie est grande, tant ce déplacement est grand. Ce qui donne un déplacement qu'on appelle ce déplacement des molécules d'eau par rapport à la surface libre, on l'appelle une élongation. Ça, c'est un terme qui est scientifique qu'on utilise en physique. Chaque point reçoit cette énergie et la communique à celle qui est près de lui, et ainsi de suite. Donc, en réalité, les molécules d'eau ne prennent pas le chemin de points où naît cette onde qu'on appelle la source, donc c'est un terme qu'on doit l'apprendre. Donc, une onde, une vague naît dans un point ou dans une région qu'on appelle la source, et il se propage dans ce milieu-là. On utilise le mot propager et non déplacer. Cette énergie elle est communiquée de proche en proche au point qui constitue le milieu, et il y a un transfert de l'énergie et non pas un déplacement de la matière. Ce que je reçois comme eau à la côte, ce sont les molécules d'eau qui sont les plus proches. Une pousse l'autre et les derniers arrivent à la côte. Donc, dans ce cas-là, pour parler d'une onde, voilà, on va essayer de modéliser la notion d'onde. Pour avoir une onde, il faut avoir une source de quoi? De l'énergie. Cette source de l'énergie, il est communiqué ce qu'on appelle à un milieu de propagation. Ce milieu, il est matériel. Mot mécanique, ça veut dire matériel. Et dans ce milieu-là, cette énergie se propage dans toutes les directions permises. Évidemment, cette énergie, soit que le milieu n'est pas dissipatif, ceci nous l'avons vu l'année dernière, nous avons parlé d'un système où l'énergie totale elle est conservée. Dans certains cas, l'énergie du système elle est dissipée, perdue, et par la suite il y a cette énergie elle est diminue et arrive par s'annuler. De la même façon, cette énergie peut être conservée, un milieu n'est pas dissipatif, et comment on va le constater? C'est à partir de cet effet qu'on appelle l'élongation maximale ou l'amplitude. Une vague, il a une amplitude. Vous entendez dans la météo
qu'entre Tanger et Rabat, les vagues entre 1 mètre et 1,5 mètres, entre Tel ou Bouche d'Or aussi 2 mètres ou 1 demi-mètre. Donc cette houle-là, cette élongation maximale, elle est liée directement à l'énergie communiquée. Plus l'énergie est grande, plus cette amplitude est grande aussi. Et lorsque nous constatons que l'amplitude diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie aussi diminue et se dissipe. Elle est absorbée et non communiquée. Soit qu'on communique, soit qu'on absorbe pour chauffer, pour augmenter la température ou autre. D'accord? Donc on écrit une définition, puis on va voir une simulation de ce cas. Nous appelons une onde. Nous appelons une onde mécanique. Nous appelons une onde mécanique le phénomène de propagation mécanique, le phénomène de la propagation d'une perturbation. Dans un milieu matériel, sans transport de la matière. Sans transport de la matière. Donc on va essayer de voir tout de suite une simulation. J'ai dit tout à l'heure que les physiciens observent dans la nature un phénomène donné et essaient de le modéliser, lui donner un modèle. C'est-à-dire, au lieu de le suivre tel qu'il est dans la nature, il lui donne une version simple, capable d'être suivie, sans qu'il y ait plusieurs phénomènes en même temps. Et dans ce modèle-là, c'est pas la réalité, mais on essaie de s'approcher le maximum à ce qui est dans la nature. Et ce modèle-là doit être vérifié par la suite expérimentalement pour qu'il soit accepté. Donc, passer de la nature au laboratoire, et nous avons la chance dans notre ère, moi, lorsque j'étais élève comme vous, nous n'avons pas cette technique. Et vraiment, ce qui a fait la physique pour nous faciliter la tâche, là, on est passé, au lieu de faire la même, avoir un bassin, de l'eau, et ainsi de suite, on va le faire. Nous avons une cuve à ondes, on va le faire, mais on est passé à un niveau plus élevé. C'est quoi? C'est une simulation. C'est-à-dire, on va essayer, sans faire ce bassin-là, on peut le faire d'une façon digitale, matérialiser une corde dans laquelle il y a propagation d'une onde, voir ce que se passe à la surface d'un liquide sans le réaliser, et même traiter le son, comment il est et comment se produit ce phénomène. D'accord? Donc je vais essayer. D'abord, c'est quoi une perturbation? Une déformation. Une perturbation, par exemple, on est calme, en train de suivre le cours, tout de suite, on entend un cri.
Donc un changement d'un état donné, par exemple, je peux donner un autre exemple de perturbation, c'est en allant dans une route et juste devant moi il y a le feu vert, tout de suite il y a l'orange, puis ce changement de couleur, c'est une perturbation, c'est un signal. On parlera d'un signal comme terme technique, une onde de termes physiques théoriques et même parfois une perturbation, mais on peut pousser cette définition à d'autres termes. En attendant que ce data show permet de transmettre ce qui est donc le son. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Donc, si pas, je vais faire moi-même le commentaire. Nous avons ici le milieu de propagation, c'est un ressort aspire non jointif. Et là, le sens de propagation, il est horizontal selon le schéma que vous avez devant vous. Et à partir de là, je vais considérer que je vais faire un déplacement vers le haut. Ma main, ça donne la source. Et vous voyez, déplacement vers le haut, c'est-à-dire il y a une déformation vers le haut, et cette déformation se propage le long de ce ressort-là. Celui-ci, le voici, le même ressort, mais là, vous voyez que le premier cas que je vais revenir là, vous voyez que la déformation, je vais essayer de refaire et faire arrêter. Voilà. Vous voyez que cette partie-là, la distance entre les spires presque la même de ce côté-là, mais à ce niveau-là, à un instant donné de départ de cette onde, on voit que cette partie-là, la distance entre les spires et donc il y a une compression, et par la suite, voici la déformation et voici le signal. Et nous voyons que le sens de déplacement que vous voyez là, la direction de propagation et la direction de perturbation se fait dans la même direction. Donc, dans ce cas-là, on va nommer cette onde une onde qui est longitudinale. Si nous essayons de revenir vers l'arrière et de voir l'autre, je vais remonter vers l'arrière. Essayez de voir dans ce cas-là. Voilà le déplacement vers le haut. Donc le déplacement vers le haut en attendant qu'il libère ce signal-là. Donc je vais essayer de prendre l'aspect du milieu de propagation à un instant donné. Voilà. Et vous voyez ici que la déformation et la longueur de là à là, cette partie, ces spires, ils ont réalisé un mouvement, puis ils se sont revenus à leur état normal, et l'onde, elle affecte ces spires-là. Et nous voyons que le déplacement vers le haut, dans ce cas-là, la propagation, elle est horizontale, et la déformation est verticale. Et dans ce cas-là, on dira que l'onde est transversale. C'est celle que nous avons vue sur le cas de la corde. Donc, ce sont les deux exemples. Donc, on passera
Voilà. Donc, après avoir traité le cas de l'onde transversale dans le cas d'une corde, on va passer à 1,3. Onde mécanique dans un ressort. Évidemment, aspire non jonctive. Une petite remarque, s'il vous plaît. J'ai essayé de travailler avec un tableau blanc, avec des feutres. L'écriture n'est pas claire, surtout pour ceux qui sont à la fin de la classe. Et toujours, je reçois des remarques. Est-ce que vous utilisez toujours la craie? Je préfère utiliser la craie sur un tableau noir que plutôt des feutres sur un tableau blanc. L'écriture n'est pas la même, même si j'utilise parfois un torchon qui est mouillé, c'est pas pour ne pas avoir cette poussière, et je l'ai fait avec entre guillemets plaisir. Je ne suis pas obligé d'utiliser la craie, mais j'aime travailler avec la craie dans mes cours, d'accord? Je peux déplacer celle-là et utiliser des feutres qui sont là. Mais ça ne remplace jamais la craie. Donc on fait un schéma, vous faites le schéma en même temps que moi. Et quelque part, il y a la mademoiselle. S'il te plaît, essaie d'écrire. Là, c'est une compression. Donc, c'est ça le signal. Et dans ce sens-là se réalise la propagation. Donc, 3 schémas. Là, il n'y a aucune compression. C'est le milieu de propagation. Évidemment, c'est un milieu qui doit être élastique. Et tous les milieux que nous connaissons sont des milieux élastiques. Qu'ils soient un métal, un mur ou autre. D'accord? On peut entendre les voix des voisins dans l'appartement de côté, même s'il y a des murs ou autres. Donc le son, il peut propager dans tous les milieux matériels, mais avec des vitesses différentes. On parlera par la suite. Donc, qui peut nous donner la définition d'une onde mécanique longitudinale? Oui? Une onde est dite longitudinale lorsque la direction de la déformation ou la perturbation et la direction de la propagation sont en parallèle. Sont en parallèle, ou les deux se font dans la même direction. D'accord? Donc, vous notez, une onde est dite longitudinale. Une onde est dite longitudinale
lorsque la direction de la déformation est dite longitudinale. Lorsque la direction de la déformation, lorsque la direction de la déformation et la direction de la propagation, lorsque la direction de la déformation et la direction de la propagation ont la même direction, ont la même direction. Donc on passe à 1,3, 1,4, onde sonore. Onde sonore, ça veut dire il est lié au son. Comment nous produisons le son? Comment j'arrive? C'est quelque chose d'inné, c'est pas de produire un son. Oui. Une déformation. Donc là, on parlera du phénomène qui sort apparemment de la physique et parmi les questions que se posent et pour que un physicien répond aux questions qui lui sont posées, il doit avoir connaissance à d'autres sciences. Il doit connaître les mathématiques. Il doit connaître d'autres sciences comme la biochimie, la physiologie et autres. Donc, pour nous, en tant que physiciens, le son est produit à l'intérieur de la bouche. Et qu'est-ce que nous avons dit à propos de l'onde? Je mettrai cette simulation en écran. Oui. يلا. ومنين دخلتي كنتي كتكتب بعدا؟ كتبتي؟ يلا مشي دابا نبدلوا الهضره ونردوها سيرفيا جينيرال سي با غاف. Donc la plupart des vidéos que je remonte sont accompagnées par une musique qu'on peut la stopper. D'ailleurs, la plupart des expériences que je fais, je ne fais pas du son. Mon commentaire, c'est rare. C'est pour laisser l'interprétation à d'autres. Parfois, certains profs qui n'ont pas l'occasion de réaliser ces expériences ou autres peuvent l'utiliser, mais dans certains cas, j'utilise un commentaire sur ces ondes-là. Revenons au son, comment j'arrive, comment mon corps, ou comment j'arrive à produire le son. Nous avons dit qu'une onde, voilà comment j'ai parlé au début, que nous avons commencé par un phénomène qui est simple, qui est une vague, qui est un déplacement dans une direction donnée par rapport à la propagation. Et nous avons dit qu'il y a une perturbation limitée dans l'espace et dans le temps. On va essayer de voir, voici les questions qu'on doit répondre, est-ce que le son peut être parmi ce phénomène-là qu'on appelle onde? D'accord? Donc, pour savoir ce phénomène-là, nous devons revenir à l'onde. C'est une perturbation. C'est un mouvement limité dans l'espace et dans le temps. Donc, on va essayer de voir comment je produis le son au niveau de ma bouche. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les cordes vocales.
les cordes vocales, ce sont la partie la plus importante pour un chanteur ou une chanteuse. Elle doit faire des bains de bouche et un traitement, faire plusieurs choses. Elle doit faire attention à plusieurs choses pour qu'elle garde l'élasticité de ses cordes. Sinon, elle perdra ce don-là qui est d'accord? Mais parfois, si pour les hommes, par exemple, ceux qui fument ou qui boivent, essaient de changer les propriétés physiques de ces cordes et par la suite, sa voix change aussi. Parfois, en sortant d'un lieu qui est chaud vers un lieu qui est, on perd la voix. Donc un changement de température de ces cordes-là peut changer ce mouvement. Donc, il y a une vibration de ces cordes, un mouvement de va-et-vient. Et ce mouvement de va-et-vient, il crée un son avec une fréquence donnée qui est audible. Exactement comme une mouche en train de voler. On entend ce mouvement, soit pour une moustique ou une mouche, c'est uniquement le mouvement de battement de ses ailes. Ce mouvement de va-et-vient crée ce son-là. Donc, ces muscles-là qui sont caractéristiques produisent ce son-là et chacun est là on parlera par la suite, une fréquence ou un timbre caractéristique. Parfois, sans regarder l'image de celui qui chante ou qui parle, nous pouvons connaître son nom. Donc, c'est une caractéristique de cette personne-là. Tant qu'il respecte les conditions que ces muscles. Vous avez un exemple d'un chanteur, d'un garçon, un homme où il y a un changement radical de son son. Georges Wassouf, celui-ci, vous entendez ses chansons du début avec celles d'aujourd'hui, c'est un changement. Il a tout gaspillé pour ses cordes vocales, il a passé d'un timbre donné à un autre. Malgré ça, ses fans sont toujours les mêmes et peut avoir plus. Ça, c'est une question. Donc, d'abord la production de cette vibration qui donne ce timbre-là, cette fréquence, qu'on parlera par la suite, et elle se propage. Cette corde-là qui est une vibration, essaie de pousser l'air et elle fait une déformation à l'air. Et ça donne, on va essayer de voir devant vous cette simulation. Je vais essayer là. Ces points blancs et rouges, ils matérialisent les molécules de l'air. Et si vous voyez là on parle d'élongation de certains points. Et ces points-là, vous voyez qu'ils sont, ceux qui sont en coloration blanche sont en compression. Et l'autre sont espacés. Donc le son, c'est quoi? Comment il se manifeste dans un milieu? C'est une compression et dilatation. C'est-à-dire, une partie de ces molécules s'approche à une distance donnée, puis se dilate pour donner ce mouvement-là. Ce mouvement-là, on enlève, donc ça sera la partie où il y a compression et il y a dilatation. Et vous voyez là que l'amplitude ou l'élongation, à partir de la source, elle diminue. Ça veut dire que l'énergie qui se propage diminue et est absorbée au cours de temps. Et à partir d'un point donné, on ne peut pas écouter ce son-là. Donc on va essayer de voir là une onde. Tout à l'heure, c'était une onde qui est progressive, qui se répète au cours du temps. Là, on va essayer de voir si, voilà, une onde mécanique, une vibration, un signal donné. Et vous voyez que chaque point
réaliser un mouvement, puis il essaie de revenir. Là, on donne la variation de l'élongation. Donc là, vous voyez comment s'effectue ce mouvement. Un mouvement de va et de vient dans la même direction de la propagation. Et c'est pour cela que nous disons que l'onde, elle est longitudinale. D'accord? Voilà le son. Donc revenons à la définition. Donc nous avons écrit un cadre ondes sonores. Évidemment, pour ces ondes sonores, il y a les ondes sonores qui sont audibles pour l'homme, et il y a une partie qui n'est pas audible. Nous avons la chance d'écouter uniquement une gamme de fréquences qui est entre 20 et 20 kHz. C'est uniquement cette gamme-là que l'on peut écouter. Et nous avons vraiment de la chance, sinon jamais on peut dormir avec d'écouter toutes les fréquences. C'est pour cela, cette partie-là, même avec le temps, avec l'âge, ça diminue. الواحد ملي كيكبر وما كيبقاش يسمع بزاف ما يشوفهاش بانه نقص. انا كنشوفها كانها رحمه، يهني راسو يبقى يدخل يبقى يسمع بزاف د المشاكل ويبقى يجاوب عليها. Il vaut mieux de ne pas écouter pour ne pas être impliqué dans une discussion qui ne ramène à rien. Donc à noter qu'un bébé, un nouveau-né, il entend ce que un jeune n'entend pas. Un téléviseur qui est en mute et il entend certaines fréquences que normalement sa maman ne l'écoute pas. En réalité, si elle est devant un écran en mute, elle est sous l'effet de ces ondes-là. Donc il vaut mieux, même pour un bébé, parce qu'il a une onde qui est, une membrane qui est fragile. Vous voyez comment se transmet comment on arrive à entendre le son. D'abord, sur le schéma, là, il y a un son émis par ce haut-parleur et se convertit en mouvement, en onde mécanique, compression et dilatation de l'air, arrivant à la membrane. Là, cette membrane, elle est élastique. Elle essaie de reproduire cette pression, dilatation et compression d'un signal qui est mécanique à un signal qui est électrique. Se convertit en signal électrique dans un influx nerveux et passe au cerveau, et c'est lui qui va décoder cette vibration-là à des sons que nous avons l'habitude d'écouter. Donc nous avons la lettre A, par exemple, c'est déjà codé. Et par la suite, je peux faire comprendre une phrase en associant ces lettres-là. Évidemment, celui qui n'écoute pas aussi ne peut pas parler. Parce qu'il n'a pas emmagasiné ces phrases et ces mots-là. Donc, on passe à la définition, à la ligne, vous notez s'il vous plaît. Le son est une onde mécanique. Le son, le S-O-N, est une onde mécanique. Le son est une onde mécanique. Il ne se propage, le son est une onde mécanique, il ne se propage que dans un milieu matériel, il ne se propage que dans un milieu matériel, il ne peut pas se propager dans le vide.
il ne peut pas se propager dans le vide. Je vais essayer de voir une simulation qui consiste à mise en évidence le rôle du milieu matériel. Je vais essayer de d'abord arrêter, voilà, reprendre dès le début. Voilà, on va essayer de donc, qu'est-ce que vous avez devant vous ici? Voilà. Donc, décrivez-moi ce que vous voyez devant vous. D'abord, il y a un réveil. Tout à l'heure, nous avons dit nous pouvons suivre une onde, le cas d'un ressort ou le cas d'une corde, par vision, directement. Et si le phénomène est rapide, nous pouvons prendre quoi? Des photos. Et à partir des photos et les instants au cours de laquelle nous avons pris ces photos, nous pouvons déterminer les caractéristiques de cette onde. Le son que vous entendez là, on ne peut pas le filmer, on ne peut pas le suivre d'une façon directe. C'est pour cela que dans cette expérience que nous voulons, au cours de laquelle nous voulons mettre en évidence que la présence d'un milieu matériel, elle est nécessaire pour la propagation du son. Donc d'abord, nous utilisons un réveil qui donne une sonnette. Elle est posée, il y a un micro qui est derrière, que vous voyez là, derrière un dispositif en physique qu'on appelle une cloche. Dans cette cloche, on peut, à l'aide d'une pompe, essayer de produire ce qu'on appelle une pression qui est très réduite. Pression très réduite dans une cloche, ça veut dire on essaie d'approcher un vide relatif. Vide, ça veut dire quoi? Essayer d'avoir l'absence de la matière à l'intérieur de cette cloche. On va essayer de suivre ce son par l'intermédiaire d'un micro et d'un oscilloscope que vous voyez de l'autre côté. Donc, on aura l'occasion de suivre certains phénomènes par des appareils donnés, soit à partir d'un enregistrement, c'est-à-dire je peux faire un enregistrement et étudier l'enregistrement sur un papier, soit en utilisant, on va voir par la suite un phénomène de la stroboscopie, c'est utiliser de la lumière qui donne de la lumière pour suivre un phénomène, et là l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est un outil qui permet de transformer un signal donné en un signal électrique et le visualiser sur un écran. Donc on est obligé d'utiliser un appareil qui est adéquat, qui permet de convertir un son en un signal électrique. Cet appareil-là, c'est un micro. Donc un microphone permet de convertir, si vous voulez, un son qui est audible à un signal électrique, c'est-à-dire une tension, et cette tension-là peut être visualisée sur un écran. De la même façon, pour les tremblements de terre, nous pouvons convertir ces ondes-là, soit un enregistrement que vous voyez parfois, un enregistrement, soit on peut le visualiser sur un écran comme celui-ci dans un oscilloscope. Donc, on va suivre ce vidéo-là et discuter par la suite.
Donc là, l'onde et milieu de propagation. Un microphone là, pas que le son... Je vais essayer de... Voici le son. Là, c'est la cloche. On va essayer, de ce côté-là, il y a une pompe reliée à une pompe qui permet de faire évacuer l'air. Voilà, j'arrête pour... Là, cette cloche-là, que vous voyez cloche à vide, il y a deux sorties. Une, on peut faire évacuer l'air et avoir du vide relatif. Voici les deux robinets, là, pour faire entrer l'air et là, pour évacuer, ce sont les vannes mentionnées dans le schéma. Le plus important, c'est que tant que la pompe évacue l'air, tant que vous voyez que le son visualisé, il a une amplitude très réduite. Voilà. Et c'est de là, vous voyez entre... J'arrête sur cette image-là. Le son n'est pas continu. Il y a un pipe, puis il n'y a pas de son. Donc, tant qu'il y a un pipe, on voit que la vibration ou ce son-là, il est visualisé avec une amplitude qui est très grande. Lorsqu'il n'y a pas de son, normalement, le microphone, il enregistre le son dans la salle. C'est pour cela que vous voyez par la suite, il n'y a pas le zéro, mais il y a un son qui est dans la salle. C'est pour cela qu'on ne peut voir que les deux. Et lorsqu'on fait le vide, on voit plus cette amplitude-là, mais uniquement le bruit de la salle au lieu de celui qui est émis par ce réveil. Donc là, c'est ouvert. On va essayer la partie où... Voilà, il ferme et laisse d'évacuer l'air. Là, le réveil, il fonctionne. Vous voyez que l'amplitude est minime. Donc, ça veut dire que la propagation de l'intérieur de la cloche vers l'extérieur ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le milieu qui va supporter ou qui va essayer de transmettre cette onde n'est plus. Donc, le son nécessite un milieu matériel qui permet de réaliser la propagation de cette onde. Donc, voilà, on peut vous demander comment peut-on... Cette expérience-là nous permet de dire que le son ne peut pas se transmettre dans le vide. Et comment peut-on envoyer, par exemple, entre la communication qui se produit entre la Lune et la Terre? Comment nous avons pu écouter le son? Tout simplement, il suffit de convertir ce son qui est mécanique à une onde qui est électrique, puis à une onde qu'on va utiliser par la suite, qui est capable, on va voir par la suite. Par exemple, la lumière là, elle peut se propager dans le vide. Et par la suite, on va essayer d'étudier la lumière, c'est quoi? C'est une onde, comment il est?
et pourquoi il est capable de se transmettre à travers le vide. D'accord? Donc, on va essayer de faire une schématisation, comment se propage cette onde. Donc, un petit schéma. Essayez de faire le schéma en même temps que moi. Ces traits, ça représente quoi? S'il vous plaît. Nous avons dit que dans cette salle, dans un milieu, il y a une répartition uniforme de constituants de l'air, et cette répartition-là donne une pression. Donc cet air-là, sur les bords de il y a une pression, et cette pression-là, tant qu'il n'y a aucune déformation, on voit que la pression, elle est la même en tout point. C'est pour cela que j'ai tracé ces traits-là. Ça veut dire que la pression, elle est la même. Je vais essayer de produire un son, par exemple. Je vais refaire et produire une onde qui est sonore. Nous avons dit que c'est une onde qui est c'est quoi ça? Si nous comparons, et dans un exercice, on peut vous donner ce schéma-là, par exemple, déterminer la longueur de déformation. Donc, sans oublier que le son est une compression et dilatation. Compression, ça veut dire que la distance diminue, et ça veut dire que la distance est grande. Donc, pour nous, c'est de là à là, c'est la déformation. Ou l'onde. Celle-là, c'est quoi? C'est une compression et là, une dilatation. Compression, vous faites le schéma en même temps que moi. Compression. Et là, dilatation. Et la même, on va la voir dans un schéma. Si je refais le schéma en haut, je vais le trouver là. D'accord? Et c'est pour cela qu'on va écrire les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Cette déformation, c'est un changement de pression dans le milieu. Il y a une compression et une dilatation. Oui, ce qui est devant toi, tu l'écris. On va finir par une remarque. Oui. 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 Tout ce qui est devant vous sur le tableau doit être écrit. Là, si nous essayons de schématiser, par exemple là, si je veux faire une modélisation à partir de ma bouche jusqu'à un point donné, lorsque je commence à parler, avant de parler, la pression de l'air, elle est la même en tout point.
une fois que je commence, voici ma bouche. Une fois que je commence, essayez, lorsque vous serez à la maison, essayez de parler et de poser les doigts. Vous pouvez parler et faire la même chose que moi. Vous constatez que le vent ou l'air exerce une pression sur ma main, c'est-à-dire une pression et dépression sur... C'est cette partie-là. Lorsque je dirai « ah », il y a une déformation de ce niveau. D'accord? Donc, remarque. Oui. On va voir par la suite les facteurs qui influencent la vitesse de propagation. Et même, je poserai cette question pour la prochaine fois. C'est... Peut-être vous avez vu dans une émission télévisée, l'animateur essaie de donner un petit ballon plein d'un gaz d'hélium et le son et les change. Dans ce cas-là, l'hélium, on peut utiliser un autre gaz. Au lieu d'avoir une voix qui est aiguë, on peut avoir une voix qui est grave. Là, on parle très vite, on peut parler avec un autre gaz de façon plus lente. On va parler, essayer de penser à cette question, et si quelqu'un trouve une réponse, la prochaine fois, pendant 5 minutes, il va nous parler de comment expliquer ce changement de voix. Est-ce que ce changement il est lié à ces cordes vocales ou à un autre phénomène physique qu'on va parler? D'accord? Donc, remarque. Parmi les ondes sonores, oui, remarque. Parmi les ondes sonores, il y a les ondes audibles. Les ondes audibles par l'oreille humaine. Les ondes audibles, ce sont les aswat al-masmou'a بالنسبة للعين. On parlera, Inch'Allah, comment, j'ai dit, il y a une lecture. Cette membrane, il lit la variation de pression. On parlera à ce phénomène qu'on appelle le phénomène de résonance pour transmettre ce son-là. Audible à l'oreille humaine, qui ont une fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. C'est une information que vous devez connaître. D'accord? Vous devez connaître. Il y a les ondes audibles par l'oreille humaine, leur fréquence entre 0 Hz et 20 kHz. Entre 20 Hz et 20 kHz. KHZ. HZ. Par contre, les ondes ultrasonores, mademoiselle, par contre, les ondes ultrasonores, par contre, les ondes ultrasonores, par contre, les ondes ultrasonores ont une fréquence qui dépasse 20 kHz.
pour le son, ultrason, il y a des animaux, leur vie, elle est étroitement liée à ce son ultrasonore. On parlera par la suite. Donc, on s'arrêtera ici en gardant les propriétés générales des ondes. La séance prochaine qui sera le samedi. Le samedi de 10h30 à midi et demi. D'accord.